Nous allons parler aujourd'hui de la psychose dans la pensée de Freud. Bien que Freud n'ait jamais eu en traitement des psychotiques, parce que pour Freud, le psychotique ne se prête pas vraiment à une analyse pour différentes raisons. La principale, le psychotique ne développe pas un transfert qui est essentiel pour la poursuite d'une analyse. Mais Freud s'est tout de même toujours intéressé à la psychose, toujours soucieux de présenter les lignes de force, les mécanismes sous-jacents à la psychose. Et on peut les aborder essentiellement autour de deux aspects. Le premier est lié à l'épreuve de réalité. Le deuxième, aux relations amoureuses, autrement dit, aux investissements libidinaux des objets. Commençons par le premier aspect. Ce mécanisme très important pour Freud, pour le développement de l'enfant, l'épreuve de réalité. En quoi consiste-t-il? Le bébé qui a du plaisir à téter le sein, parce que certainement le sein permet de satisfaire un besoin, mais également parce que le sein deviendra, par appuyage, ce qui donne du plaisir, ce qui satisfait la pulsion. Donc il y a là un plaisir pulsionnel qui se satisfait grâce au sein. Lorsque le bébé n'a plus le sein en bouche, il est tout seul, il y a cette représentation du sein qui ressurgit et donc l'envie de satisfaire la pulsion est très forte. Cette représentation est surinvestie et le bébé satisfaire cette pulsion grâce à cet surinvestissement de la représentation du sein. Autrement dit, c'est une satisfaction hallucinatoire. C'est une hallucination qui donne une satisfaction. Mais la satisfaction n'est pas celle attendue. Et donc va se mettre en place une recherche de l'objet qui correspond à cette représentation dans la réalité, à l'extérieur. Et là se met en place ce mécanisme qui est l'épreuve de réalité, de voir la correspondance qui consiste à contrôler, à mettre en perspective, essayer de voir la correspondance entre la représentation et l'objet qu'on recherche à l'extérieur. Et ce sera la caractéristique du système préconscient, relié directement au système perception-conscience. On perçoit un objet qui va correspondre, là, à travers l'épreuve de réalité, à la représentation. Et là, on peut dire que, voilà, cet objet existe bien à l'extérieur. Et là commence ce que Freud appellera la mise en place du principe de réalité. Donc le principe de réalité se met en place ensemble à l'épreuve de réalité. Eh bien, c'est cela qui va être mis en cause dans les psychoses. Et Freud, très tôt, déjà avant 1900, quand il s'intéresse à trouver les mécanismes principaux qui sont sous-jacents aux problématiques auxquelles il était confronté, hystérie, névrose obsessionnelle et psychose, d'une manière plus théorique, mais il avait quand même des cas relatés, décrits. Pour le cas de la psychose, Freud là va décrire un mécanisme qui dit beaucoup plus fort, qui consiste en quoi? C'est l'exemple d'une patiente psychotique qui attendait l'amoureux ne vient pas, eh bien, elle va faire comme si l'amoureux est venu. Qu'est-ce que cela veut dire, dit Freud? C'est qu'il y a une représentation attendue du moi qui ne correspond pas à la réalité, parce que l'amoureux n'arrive pas, il n'est pas là. Eh bien, la patiente va faire comme si cette représentation c'est-à-dire cette épreuve de réalité, comme si cette nouvelle représentation que l'amoureux n'est pas là, ne soit jamais arrivée
au moi. Il y a une négation totale, donc c'est comme si le moi n'avait jamais perçu que l'amoureux n'était pas arrivé. Et donc, ce qui reste, c'est le souvenir, la représentation que l'amoureux est venu et est surinvesti. Et donc, on a une satisfaction, comme le bébé pour le sein, une satisfaction hallucinatoire. C'est une hallucination. C'est une psychose hallucinatoire, bien que de nos jours, on ne retrouve plus ce type d'hallucination. Et là, on comprend bien pourquoi Freud fera aussi une similitude avec le monde des rêves pour la personne qui ne souffre pas de psychose. Le rêve se comporte comme pour le délire pour une personne psychotique. Reprenons l'exemple de cette femme psychotique qui attendait l'amoureux qui ne vient pas et pour elle, c'est comme si cela ne s'était jamais passé et pour elle, l'amoureux est bienvenu, est bien arrivé parce que c'est ça son propre désir. Eh bien, une personne qui ne souffre pas de psychose, si ce n'était pas une psychotique, s'il n'y avait pas eu cette défaillance au niveau de l'épreuve de réalité, eh bien, et c'est un surinvestissement de la représentation, eh bien, elle aurait fait le rêve pendant la nuit, aurait pu rêver de se trouver avec son amoureux. Eh bien, le rêve, c'est un surinvestissement des représentations comme si c'était la réalité. Voyons maintenant le deuxième aspect qui concerne les relations amoureuses, les relations d'investissement libidinaux d'objets. Et là, Freud va présenter une construction assez élaborée lorsqu'il va interpréter le fameux K. Schreber, le psychotique qui lui-même avait écrit ses propres mémoires, il avait décrit sa propre maladie. Freud va lire ce livre, ce compte-rendu de Schreber, et va présenter une interprétation très élaborée, et on peut la résumer en trois temps qui sont liés à l'investissement libidinal, à la libido. Le premier temps, c'est cette description que fait le psychotique Schreber, la fin du monde, sensation catastrophique. Pour Freud, cela correspond à un désinvestissement complet de la libido d'objets. La libido qui est envers les objets, donc envers le monde, eh bien, va disparaître de là. Et ça donne comme sensation, comme vécu, sensation catastrophique. Le deuxième mouvement, le deuxième temps, est cette libido qui va se déposer, investir le moi. Freud va reprendre ça dans l'écrit pour introduire le narcissisme, se dépose sur le moi, et là, on explique ce qu'on retrouve chez le paranoïaque, le délire de grandeur, la mégalomanie. Et pour terminer, le troisième temps, c'est cette tentative de guérison qui consiste en quoi? En vouloir de nouveau réinvestir le monde extérieur, les personnes, mais cela se fait sur une modalité bien spécifique, et c'est à partir de cette modalité, des effets de cette modalité qu'on connaît les psychotiques. Voyons un peu dans les détails. Le Schreber, qui au départ, tout a commencé comme ça, il avait des sentiments amoureux envers un homme inacceptable pour la conscience, et donc à partir de là, il y a eu toute cette catastrophe. Dans ce troisième mouvement, tentative de guérison, de réinvestissement des objets, eh bien, il va y avoir une projection. C'est pas moi qui aime cet homme, c'est lui qui m'aime. Mais cela est également, dit Freud, insoutenable pour le moi, et donc il va y avoir une transformation. Ce n'est pas qu'il m'aime, c'est qu'il me hait. Et à partir de là, voilà, il y a ce délire typique paranoïaque d'être persécuté.
Et là, on voit bien comment Freud va expliquer tous les mouvements propres au psychotique à travers cet aspect qui est les mouvements de la libido. Voyons maintenant, à partir lorsque Freud présente la nouvelle topique, la constitution de l'appareil psychique à partir de 3 instances, l'ess, le moi et le surmoi, où là Freud va trouver une définition beaucoup plus simple de ce qui pourrait permettre de délimiter bien névrose et psychose. Dans le cas de la névrose, il y aurait un conflit entre, ce qui est en amont, ce qui caractérise la névrose, un conflit entre le moi et l'ess. Pour le psychotique, il y aurait un conflit entre le moi et la réalité. Et c'est là qu'on retrouve donc l'aspect de la relation à la réalité très importante et donc le mécanisme des preuves de réalité. Mais peu de temps après, Freud va bien devoir admettre que ce conflit avec la réalité, des complications avec la réalité et la réalité qui n'est plus reconnue dans certains aspects, on la retrouve également chez le névrosé. Alors là, il va mettre en perspective cet aspect, donc revoir un petit peu la névrose et la psychose et proposer ce mouvement, ces 2 mouvements différents. Dans le cas de la névrose, on a un refoulement, ensuite un retour du refoulé, et là, un détachement de certaines parties de la réalité, pour aboutir à un investissement du monde fantasmatique. Chez le psychotique, il y a cette perte de réalité, ce conflit initial entre moi et la réalité, pour aboutir à une formation délirante. Et à partir de cette distinction, Freud va tout de même aller un peu plus dans les détails pour mettre mieux en perspective les différences entre névrose et psychose. En reprenant cette vieille distinction entre représentation de mots et représentation de choses, que Freud reprend plus dans les détails dans la 2e topique. Alors, dans le cas de la névrose, on a des liens qui se brisent entre la représentation de choses et représentation de mots. C'est-à-dire que le travail analytique sera de retrouver des liens, les correspondances entre certains mots et certaines représentations de choses. Mais les représentations de choses sont bien investies, et c'est pour cette raison-là même qu'il y a le retour de refoulé, parce que les représentations de choses qui sont bien investies de libido veulent toujours trouver une satisfaction et cherchent une brèche dans la vie quotidienne de la vie psychique pour trouver des satisfactions, bien qu'elles sont après sous formes différentes. Forme déguisée, dit Freud. Dans le cas de la psychose, il y a un autre mouvement qui se fait. Certainement, les choses se brisent, les liens, représentation de choses et représentation de mots, mais l'investissement se fait sur les représentations de mots. Freud n'explique pas plus que ça comment est-ce possible, mais c'est de fait ce qu'on peut observer dans la réalité clinique. Voilà. Donc, à la fois, il s'appuie sur les distinctions il avait déjà fait lui-même, et à la fois, cela permet d'expliquer des descriptions cliniques qui sont tout à fait observables pour quiconque qui s'occupe de psychose. C'est-à-dire que les représentations de mots sont surinvesties, alors que les représentations de choses perdent de leur libido, perdent de leur pouvoir de se présenter, d'avoir une fonction dans la vie
psychique de l'individu. Et cette libido va sur les représentations des mots. Et alors là, on retrouve des descriptions classiques, c'est-à-dire, par exemple, le psychotique qui prend les mots pour des choses, qui va mettre ensemble deux mots et se fixer sur cela, ou bien que le raisonnement en termes de pensée, en pensée rationnelle de mots, eh bien, subit des modifications. Et cela reste certainement toujours d'actualité. Mais Freud n'est pas satisfait de cela. Et quelques années plus tard, il va toujours essayer de trouver un mécanisme propre à ce qui pourrait, d'une manière très nette, distinguer névrose et psychose, qui est le déni. Alors là, Freud trouve un mécanisme qui dit qu'il est propre à la psychose, qu'on ne retrouve pas chez le névrosé. C'est-à-dire le psychotique va mettre en œuvre un mécanisme de défense spécifique qui est le déni. Il va dénier des parties de la réalité. Mais bientôt, Freud va, ayant des patients, il y a deux frères qui ont mis en œuvre, qui ont mis en acte ce mécanisme de défense de déni de la mort du père. Et malgré cela, ils ne retrouvent pas, ils n'ont pas débouché sur une psychose. Ils ne sont pas devenus psychotiques. Et donc là, Freud doit faire un peu marche arrière et admettre que ce mécanisme de déni, on le retrouve aussi dans d'autres problématiques qui ne sont pas seulement la psychose. Il va parler ensuite d'un mécanisme qui est le clivage pour expliquer la forme de problématique qui est la perversion. Et vers la fin de sa vie, il va reprendre ce mécanisme, le clivage, pour la psychose. Pourquoi? Parce qu'il va dire, mais c'est plutôt rare de trouver un psychotique qui n'a aucun contact avec la réalité. C'est-à-dire, c'est rare de trouver un psychotique où l'épreuve de réalité est complètement défaillante. Ce n'est pas possible, cela. Et aussi, donc, le parti du préconscient, qui fait partie du territoire du moi, doit quelque part aussi fonctionner. Et alors là, il reprend ce mécanisme, le clivage qu'il avait découvert dans le cas des perversions, et dire que, on doit bien supposer que le clivage apparaît également chez le psychotique. Pour terminer, Freud n'arrive pas à trouver un mécanisme qui permet d'une manière très nette de distinguer la psychose de la névrose. Mais tout de même, on voit bien qu'il a délimité des mécanismes sous-jacents qui sont essentiellement autour de deux aspects, l'épreuve de la réalité et les investissements libidinaux d'objets dans la relation amoureuse. Eh bien voilà, prochaine vidéo, au revoir.